Nous sommes le jeudi 12 décembre 2024. Mon nom est Danick Julien. Voici le dernier bulletin d'information Info CJSR de l'année 2024. Cette semaine, nous discuterons avec les députés Joël Godin et Vincent Caron pour faire un bilan de leur année 2024. La ville de Saint-Raymond organisait une consultation publique mardi soir pour un important projet résidentiel pouvant voir le jour sur la rue Saint-Joseph. La CAPSA a présenté son projet Fago à Saint-Casimir. Le projet vise à améliorer la qualité de l'eau dans la rivière Niagarette. Finalement, le Centre d'expertise en biomasse a officiellement ouvert ses portes à Saint-Marc-des-Carrières. Je vous souhaite une bonne émission. Ici, on se crée des souvenirs au fil des saisons et on vit au rythme de nos passions. Ici, quand l'aventure nous appelle, on répond. Ici, à Saint-Raymond, ma destination pour un séjour plein air réussi. Combien ça, Raymond? Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici Danick Julien. Et puis, vous savez, nous sommes à notre dernier bulletin de l'année. Et pour ce faire, comme nous avons déjà l'habitude, nous accueillons le député de Portneuf, M. Vincent Caron. Bonjour, M. Caron. Bonjour Danick, ça va bien? Ça va bien et vous? Ben oui, ça va très bien. Merci d'être des nôtres, M. Caron, pour parler des dernières annonces qui ont été faites dans Portneuf. J'ai dit environ depuis le mois d'août, parce que la dernière fois qu'on avait fait un bilan ensemble, c'était en juin 2024. M. Caron, j'aimerais peut-être commencer là, pour savoir, le climat à l'Assemblée nationale, c'est comment, c'était comment dans les derniers mois? Ça a été un petit peu plus difficile que dans les premières années. On l'a tous vécu, vous l'avez vécu vous aussi en regardant l'actualité. C'est sûr qu'on a une opposition qui est plus forte, qui est plus structurée. Est-ce qu'on a tout fait parfaitement? Je n'irai pas jusqu'à dire oui à cette question. Donc oui, ça a été plus animé. On aurait pu faire certaines choses différemment. Ça nous aurait peut-être prévalu de ces coups qu'on a reçus, ces coups politiques. Mais écoutez, le principal, c'est de ne pas baisser les bras, de continuer. Et puis, comme je dis souvent à mon Premier ministre, mon premier parti, bien que je ne renie pas du tout mon parti politique, mais mon premier parti, c'est Portneuf. Et donc, moi, je déploie toujours autant d'énergie pour servir mes concitoyens. Et cette année a été une année remarquable quand même sur les retombées, tous les dossiers qui ont été acceptés, vous le disiez tout à l'heure, et on va y revenir un petit peu. Là, il y a eu de belles annonces qui ont été faites. Donc, je continue de focuser absolument sur Portneuf, et puis c'est ce qu'il faut faire en tant que député de Portneuf. Et justement, parlons-en des dossiers. M. Caron, avant que vous arriviez, j'en ai noté, j'ai dû m'arrêter à 8 parce que, il y a eu quand même des grandes annonces dans Portneuf. Je vais y aller avec une qui est assez récente pour la MRC. Il y avait évidemment l'enjeu des droits de passage pour les motoneiges, oui, dans le coin de Saint-Raymond, mais également partout sur le territoire de la MRC de Portneuf. Il y a eu l'entente là, pour la mise en valeur des territoires non organisés. Vous avez eu un rôle à jouer là-dedans. Là. Oui, un grand rôle, même avant de créer le comité, parce qu'on était dans un moment de rupture de communication entre des gens qui s'opposaient, qui ne se comprenaient pas. Et puis, je me plaisais à le dire aux journalistes du Soleil, M. Cabanos, c'est que tout n'est pas noir ou tout n'est pas blanc dans ce dossier. Moi, j'ai un profond respect
pour les propriétaires terriens qui permettent depuis des années et des années qu'on passe sur leur terrain. Je comprends qu'ils soient fâchés par une décision qui a été prise par la ZEC, mais de l'autre côté, je comprends la ZEC qui doit aussi faire ses frais, entre guillemets. Donc tout ça, ça a amené à une impasse, même un cul-de-sac, qui faisait que la situation était absolument bloquée. Plus personne ne se parlait, plus personne, même c'était un peu, ça allait fort, il y avait des mots forts. Moi-même, j'ai dû avertir la Sûreté du Québec. Le niveau de sécurité a été élevé à mon bureau pour protéger à la fois mes employés, mais pour me protéger aussi parce que il y a quelques énergumènes, et encore une fois, ce n'est pas les propriétaires terriens, ce sont des gens qui s'emparent du dossier et qui pensent avoir toutes les connaissances pour être capables de le traiter, mais en fait, ce sont des gens qui ne connaissent pas du tout ce dossier. Donc, on a eu à gérer la situation dans le fond, mais dans la forme, on a plein de gens qui se sont exprimés là-dessus, mais qui ne connaissaient ni les tenants ni les aboutissants. Donc on a essayé à plusieurs reprises de faire avancer un petit peu le dossier, ça n'a pas marché au début, et puis après en collaboration avec la MRC, on s'est dit qu'il fallait qu'on trouve absolument une solution. Donc cette solution, qui est une solution qui a calmé les esprits, et permet aujourd'hui qu'on puisse se parler, se comprendre. Et moi, ce que je souhaite là-dedans, ce que le préfet souhaite, ce qu'on souhaite tous finalement, c'est qu'on sorte gagnant-gagnant de tout ça. Et les propriétaires terriens, et le club de motoneigistes, le club de motoneige, les motoneigistes, mais aussi la ZEC Baptiste Cornelson. Donc là, on se met au travail. Hier, le Conseil des maires a nommé les élus qui siégeront sur ce comité, mais on aura aussi des représentants de la ZEC, des représentants du réseau ZEC, le réseau à grandeur provinciale, mais on aura même, j'ai appelé personnellement Christian Hébert pour lui demander d'être sur ce comité pour représenter les agriculteurs. Bref, on va ratisser large pour qu'on se comprenne bien, qu'on comprenne bien les enjeux, mais surtout qu'on trouve des solutions qui soient pérennes et qui puissent être dupliquées à grandeur du Québec, parce que la situation risque de s'envenimer un peu partout au Québec. Monsieur Caron, peut-être une petite sous-question dans ce dossier-là. Dans la conférence de presse qui a eu lieu il y a un peu plus de 2 semaines maintenant, vous avez dit avoir parlé avec le ministre pour être capable d'avoir un an où on est capable d'avoir, j'ai envie de dire, un temps de sursis avant que la loi entre en vigueur. Est-ce que ça a été, à ce niveau-là, avoir justement cette année-là de pause? Est-ce que ça a été compliqué à obtenir? Ça n'a pas été compliqué, mais je ne veux pas vous corriger, mais c'est un petit peu différent. La loi est en vigueur, la loi est en force. Ce que j'ai demandé au ministre, c'est donne des consignes à tes fonctionnaires pour qu'ils nous laissent travailler, qui n'appliquent pas finalement, on ne va pas être des délinquants de toute manière, mais qui n'appliquent pas stricto sensu la loi, qui nous laissent trouver des solutions. Et donc, c'est ce qu'on a demandé. Ce que j'ai demandé, ça n'a pas été compliqué parce que le ministre, lui aussi, est bien conscient, parce qu'il se fait talonner par la ministre du Tourisme, par la ministre du Transport. L'enjeu devient un enjeu qui pourrait couvrir l'ensemble de la province. Donc, ça n'a pas été compliqué du tout de convaincre le ministre. Aujourd'hui, on sait que les gens qui travaillent dans le ministère collaborent et vont collaborer. Donc, on a demandé un petit temps de répit, finalement. Encore une fois, pas parce qu'on veut être délinquant, juste parce qu'on veut permettre de trouver des solutions qui vont amener à ne plus gérer ce genre de soucis à la veille d'une saison de motoneige. Parce que je parlais des propriétaires terriens, mais j'ai entendu aussi le cri du cœur, le cri d'alarme de certains commerçants ici à Saint-Raymond qui allaient tout simplement mettre la clé sous la porte si on n'avait pas de saison de motoneige. Donc il fallait vraiment réagir. Tout le monde a collaboré, le calme est revenu. On a encore quelques petits agitateurs qui veulent se mêler du dossier, mais encore une fois, j'ai un profond respect pour les propriétaires terriens, pour les gens du club de motoneige, toutes celles et ceux qui s'impliquent pour que cette saison, qui est économiquement importante pour Portneuf, eh bien, puisse exister. Et le processus est enclenché. Monsieur Caron, j'aimerais parler d'un autre dossier. Quand on s'en est parlé un peu plus tôt cet automne, vous en étiez particulièrement fier. C'est le réseau cellulaire à Rivière-à-Pierre, un dossier qui, pendant plusieurs années, vous avez, je crois, travaillé pour être capable d'avoir cette annonce-là. Pouvez-vous nous parler un peu de ça?
Oui, ben, il y a des choses dont on est fier quand on fait un petit peu le bilan de ce qu'on a fait en notre qualité de député. Et ça, c'en est une particulièrement. Parce que je me souviens de cette fois où un journaliste avait écrit dans le Journal du Québec que 2 villages de Portneuf risquaient un jour de devenir des villages fantômes. C'était Saint-Casimir. Et on sait à quel point Saint-Casimir aujourd'hui est en complète effervescence avec ses jeunes entrepreneurs. Et il y avait aussi Rivière-à-Pierre, notamment par le fait que c'était un village qui était isolé, dans lequel il n'y avait pas de réseau. Et donc oui, il a fallu travailler fort et convaincre aussi le cabinet du Premier ministre et le Premier ministre. Je suis convaincant quand il le faut et je peux vous assurer que j'ai déployé beaucoup d'énergie pour qu'on puisse aboutir à la création de cette tour. On sait maintenant que le terrain, le bail a été signé, me semble-t-il. Oui, ça a été un petit peu d'énergie, mais c'est tellement réconfortant de voir qu'un dossier puisse aboutir, que tout ce temps qu'on a passé, parfois on s'emporte aussi un petit peu, hein, on met le point sur la table et puis je le dis souvent, chaque jour c'est mettre ses gants de boxe quand on est député parce qu'il faut se battre pour défendre sa région. Vous savez, moi ce que je fais pour Portneuf, j'ai 124 autres collègues qui le font pour leur région. Il faut essayer d'être le meilleur et puis essayer d'arriver avec des arguments convaincants. C'est ce que j'ai réussi à faire et puis aujourd'hui on voit la lueur au bout du tunnel et là on sait qu'on va bientôt passer en phase construction. Cette entrevue qu'on fait ensemble aujourd'hui, M. Caron, c'est pour justement faire un petit bilan de l'automne. Est-ce qu'il y a d'autres dossiers qui vous ont pris à cœur là, dans la circonscription de Portneuf? Oui, il y a plein d'autres dossiers puis des belles réalisations. Ici, on est à Saint-Raymond, mais par exemple, les investissements qu'on a réussi à apporter pour notre futur parc. Puis il y en a un, je vous donne une petite faveur, on aura l'occasion de l'annoncer avec le maire prochainement, mais un dossier dans lequel, à la fois, la municipalité et moi avons mis beaucoup de temps et d'énergie, c'est le pavillon Chantejoie. On aura le bonheur de vous annoncer, j'espère, de très bonnes nouvelles prochainement. Donc oui, il y a des dossiers qui nous prennent plus d'énergie, mais ces dossiers qui prennent plus d'énergie, c'est parce qu'ils nous tiennent à cœur. On sait qu'ils vont rendre et faire une différence dans la population. Donc le soir, quand on se couche, finalement, on est content. Moi, chaque fois, quand je me couche, je me dis, est-ce que j'ai fait tout ce que j'aurais dû faire dans ce dossier-là? Parfois, on gagne, hein, parfois c'est une petite victoire, puis parfois c'est une petite déception. Mais le pire, ce serait que je me couche un soir en me disant, ah, ce dossier-là, je l'ai fait à moitié, puis je vais considérer que mon travail a été fait comme il le fallait. Non, je ne fais pas partie de ces gens-là. J'essaye de creuser au maximum le bobo pour être capable de le guérir quand il y en a un. Mais après ça, il y a la conversion des places en garderie, les nouvelles places en garderie qu'on a annoncées. Il y a une multitude de choses. Les résidences, justement, on parlait de résidences à prix plus modique que la première pelletée qu'on a fait à Deschambault-Grondines. On en a inauguré une aussi à Neuville. Vraiment, partout dans le comté, on est capable d'intervenir. La route à Saint-Ubalde, souvenez-vous, c'était quasiment un champ de mine avant d'arriver à Saint-Ubalde. Depuis que je travaillais avec M. Matt, on était sur ce dossier-là. Le problème, c'est pas que M. Matt ne voulait pas le régler, ni moi ne voulions pas le régler, c'est qu'à un moment donné, ça coûte tellement cher que le ministère ralentit toujours. Là, on a réussi à faire un bon bout de chemin. Et puis, par exemple, il y a la construction de la caserne qui est en route là-bas. Oui. Vraiment, ce que j'aime, et je me plais toujours à dire que être député de Portneuf, c'est être comme le père de 18 enfants et de les traiter équitablement. On ne peut pas dire de moi que je m'occupe plus d'un secteur plutôt que d'un autre. Je sillonne l'ensemble de Portneuf. J'arrive à l'instant de Portneufville, justement, où il y avait un repas des aînés. Vous savez, ce qui me colle à la peau, et j'aime que ça me colle à la peau, c'est moi qui l'ai voulu, c'est ce symbole du député qui est proche de la population. Moi, c'est ce qui m'importe chaque jour. Je me suis présenté un jour en 2018 en disant que j'allais être un digne représentant des Portneuvoises et des Portneuvois, et c'est à quoi je m'attache tous les jours. Que ce soit pour un petit ou un gros dossier. Vous savez, il y a le travail en circonscription. Souvent, on oublie tout le travail qui est fait par les gens qui sont avec nous dans le bureau, des gens qui ne sont pas capables de manger, des gens qui ont un souci pour avoir tel ou tel rendez-vous. Bref, un travail au quotidien, mais qui est vraiment tellement plaisant, puis qui est tellement gratifiant. C'est toujours un honneur pour moi que d'être député de Portneuf. Monsieur Caron, je vois que le temps de l'entrevue file comme à l'habitude. Peut-être en 30 secondes, votre souhait pour les Portneuvois dans cette période des fêtes là, qui va s'amorcer tranquillement.
Écoutez, bien entendu, de la joie, du bonheur, des moments en famille. On s'aime dans Portneuf, on est une communauté tissée serrée, alors que les gens soient prudents, bien entendu, mais que les gens festoient avant tout, puis se retrouvent. Et puis, parfois, juste un petit coup de téléphone à une personne qu'on sait seule, ou une petite visite, aller prendre un petit café, ça c'est un petit geste important que tout le monde peut faire. Et à part ça, bien entendu, je vais souhaiter la santé, et puis qu'on continue à être actif, à bouger un petit peu, à s'alimenter sainement. Ça aide à rester en bonne forme. Alors je souhaite à toutes et à tous un joyeux Noël, un joyeux temps des fêtes, mais surtout une excellente année 2025. Eh bien, une excellente année 2025 à vous aussi. Monsieur Caron, je vous remercie d'avoir été des nôtres pour cette entrevue récapitulative là, des derniers mois. On va avoir l'occasion de se reparler l'an prochain. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. C'était un plaisir, comme d'habitude. Merci beaucoup. On poursuit maintenant dans le bulletin d'information. En fait, au retour de la pause, on fait un retour sur le projet résidentiel intégré de Saint-Joseph, un projet qui pourrait voir le jour à Saint-Raymond. Il y avait une consultation publique mardi soir. Hey Max! Hey Nam! C'est super. Alors, la Ligue d'improvisation Portneuf-Alouette est maintenant commencée? Oui! Alors, on vous attend les lundis soirs du 30 septembre au 9 décembre prochain. Cependant, on va prendre une petite pause le 14 octobre pour l'Action de grâce ou la chasse. C'est selon! Donc, on vous attend en grand nombre. Au cinéma Alouette à 19h et ce, gratuitement! Je m'appelle Suzy Bertrand. Je travaille pour CJSR, la télévision communautaire à Saint-Raymond. Je suis la directrice générale. Mon nom est Marc Lépris, donc je suis directeur de la télévision de la Métis. Bonjour, mon nom est Danielle Yvon, directrice générale de CTRP. Bonjour, je suis Sophie Ricard. Je suis directrice à la télévision communautaire de Saint-Maxime-du-Mont-Louis en Haute-Gaspésie. Michel Montminy, je suis président directeur général de la station de télévision CMA-TV à Montmagny. Bonjour, mon nom c'est Geneviève Sir, je suis la directrice de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Mon nom est Mirko Da Silva, directeur de la TVRP, la télé du Rocher-Percé. Mon nom est Caroline Blouin, je travaille à TVCE et je suis directrice adjointe. Danny Bérubé, journaliste animateur à CTB-TV de Saint-Gabriel. Bonjour, Ghislain Vachon, je suis coordonnateur de la télévision communautaire des Basques du Haut-Pays. Je m'appelle Émilie Boulay-Chouinard, je suis la directrice de la télévision communautaire de la vallée de la Matapédia, communément appelée TVC de la Matapédia. Francis Fortier, directeur général de la télévision communautaire de l'Érable. Roger Roy, directeur de TV Haute-Gaspésie à Saint-Anne-des-Monts. Bonjour, mon nom est Martin Ouellette. Je suis directeur général à la télévision communautaire de Charlevoix-Ouest, TVCO. Un projet de 174 logements pourrait voir le jour à Saint-Raymond-de-Portneuf, et ce, en plein centre-ville. Proposé par l'entreprise de construction APP, le projet résidentiel intégré porte le nom le Saint-Joseph. Une soirée de consultation publique a eu lieu le mardi 11 décembre afin d'écouter les commentaires des citoyens et pour répondre à leurs questions. Selon les plans présentés par le promoteur, le projet serait situé sur le terrain de l'ancienne auberge La Bastide, au 567 rue Saint-Joseph. Il y aurait 7 bâtiments de 3 étages de 6 logements, 2 bâtiments de 16 logements, 4 étages, un autre bâtiment de 4 étages par contre à 40 logements et finalement un bâtiment de 5 étages de 60 logements. Il faut comprendre que le plan est conçu pour que les plus petits bâtiments soient en bordure de la rue Saint-Joseph et les plus imposants soient en bordure de la rivière Sainte-Anne pour ne pas trop détonner dans le paysage de la ville. Toujours selon les plans, 60 stationnements seront couverts avec des emplacements conçus sur pilotis. Aucun projet résidentiel de cette envergure n'a été bâti dans Saint-Raymond auparavant, selon ce qu'a indiqué le maire Claude Duplain lors de la consultation publique. François Sabourin, qui est urbaniste à l'Union des municipalités, qui est un urbaniste senior. On a travaillé dans ce projet avec l'UMQ pour réussir à avoir les bonnes directives et la bonne direction, parce que c'est quand même un projet spécial. C'est la première fois qu'on en fait un à Saint-Raymond et on ne voulait pas se tromper.
Jean-François Sabourin était sur place lors de la consultation publique. Comme M. Duplain a dit, il est urbaniste à l'UMQ, il s'occupe d'épauler Saint-Raymond dans la prise en charge du projet. Il était présent pour mettre en contexte la situation des logements à Saint-Raymond et pour expliquer ce qui est fait par la Ville pour le plan de gestion immobilier. Il était là donc également. Le voici concernant certains détails du projet. Ce qui est certain, c'est qu'il est effectivement stratégiquement positionné à proximité des activités du centre-ville. C'est un projet qui ajouterait des personnes, des logements dans un secteur bien stratégique. Puis on parlait d'accessibilité, de déplacement durable et tout ça. Le site en tant que tel, où est-ce que le projet est proposé, est accessible par le parc Alban-Robitaille par des moyens de déplacement actifs, la marche, vélo et tout ça là, éventuellement, mais quand même avec des sentiers agréables et tout, ce qui fait qu'on n'a pas besoin de croiser de route au niveau de la sécurité des personnes, des déplacements. C'est un projet qui a des qualités, ne serait-ce que par sa localisation à ce niveau-là. Puis, dernier point, comme c'est assez habituel pour des projets de ce genre-là, c'est un projet d'une certaine envergure, en effet, mais qui n'est pas inhabituel, mais c'est quand même pas inhabituel non plus que ce genre de projet-là ne corresponde pas au règlement de zonage en vigueur actuellement. C'est assez classique. Normalement, en fait, les règlements de zonage, là, la manière qu'ils sont construits de base, c'est que ça vient baliser l'existant, ça vient reconnaître l'existant, mais pas nécessairement permettre des projets qui sortent un peu plus de la boîte par rapport à la situation actuelle. Ça, cette nouvelle normalité-là, comme je le disais, elle va aussi être appelée à changer dans les prochaines années avec les orientations du gouvernement du Québec. Ça va prendre un peu de temps, le temps que les MRC, les municipalités révisent leurs plans, leurs règlements, mais ça va être quelque chose qui va se faire. Donc, bref, pour le moment, là, c'est quelque chose qui est dérogatoire, le projet qui est proposé. Afin que le projet soit acceptable pour le conseil municipal de Saint-Raymond, des balises ont été mises en place pour surveiller l'avancement du dossier tout au long des étapes. Saint-Raymond veut des informations et des comptes à rendre de la part du promoteur, que ce soit pour l'impact de la circulation, l'impact environnemental et également pour l'architecture du bâtiment. Plusieurs citoyens ont pris la parole lors de la consultation publique pour s'exprimer sur le projet. Un bon nombre d'entre eux se réjouit de voir que des places de qualité à proximité du centre-ville de Saint-Raymond pourraient être construites. Plusieurs aînés ont manifesté le désir de rester dans le centre-ville de Saint-Raymond sans avoir à s'occuper de l'entretien qui implique une maison, par exemple. Fait que je parle ici pour toutes les personnes âgées qui veulent s'en venir dans le centre-ville, qui veulent s'en venir proche des services. On dit toujours qu'en vieillissant, on se rapproche de l'hôpital et du clocher de l'église. Bien là, on se rapproche des deux. OK? Puis moi, ce que je vois là, en tout cas les arbres que je vois là, je trouve ça bien plus beau qu'aujourd'hui. Nous autres, on avait un grand terrain qu'on ne peut même pas faire rien avec. Sauf que mon mari est toujours pogné à faire la pelouse. Après ça, d'aller télan. C'est vrai. Puis moi, je trouve ça très, très beau, le développement. Puis lâchez pas, puis pensez aux personnes âgées aussi. Le maire Claude Duplain a également témoigné du fait que des jeunes Raymondois souhaitant résider dans leur ville natale ne pouvaient pas le faire, comme le nombre de places de qualité était très limité. Selon lui, des projets comme le projet de la rue Saint-Joseph permettront de garder les gens d'ici directement dans le centre-ville. Bien qu'un bon nombre de citoyens ont reconnu la nécessité de grands projets immobiliers dans Saint-Raymond, d'autres ont exprimé leur inquiétude. Donc, beaucoup de citoyens se sont présentés au micro afin de questionner les intervenants pour certains aspects du projet. Premièrement, on retrouve l'aspect monétaire des logements envisagés par le promoteur. Comme certains citoyens étaient perplexes, ceux-ci se demandent si les logements seront abordables et adaptés à la réalité économique des habitants de Saint-Raymond. Comme le projet est projeté sur le terrain d'une ancienne auberge, la Bastide, le bâtiment ayant une charge historique importante de Saint-Raymond sera appelé à être détruit. Une citoyenne cherchait à savoir si l'immeuble avait une valeur patrimoniale qui fera en sorte qu'il ne pourrait pas être détruit, ce quoi le maire Duplain a répondu par la négative. Au niveau de la proximité avec la rivière Sainte-Anne, plusieurs citoyens s'inquiètent de la possibilité d'inondation. L'une d'entre eux a d'ailleurs rappelé que les deux bâtiments les plus importants étaient situés sur l'ancien lit de la rivière avant le retrait d'île qui, à l'époque, causa une déviation de la trajectoire de la rivière.
Qu'on a enlevé? Les îles. L'île à M. Oui. Lefebvre, Oui. notre île amie. Oui. Mais là, si je regarde le bâtiment, le dernier bâtiment à droite et à gauche, sont dans la rivière de 1973. Il ne faut pas oublier qu'à Saint-Raymond, on a de la glaise à certains endroits. Puis là, c'est pas loin du Capron. Fait qu'il y a des chances qu'il y ait de la glace. Fait que je me dis, il y a sûrement des études de sol qui vont être faites, mais moi, je veux pas que ce beau projet-là devienne une deuxième estacade qui, quand le printemps, l'eau monte ou aux fêtes, qu'il y a de l'eau. On poursuit dans le bulletin d'information. Rapidement, le maire Pierre Delbecq, de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier, et ainsi que plusieurs membres du conseil municipal, accueillaient les citoyens dans le cadre des festivités du 200e anniversaire de Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Il y a eu donc une chorale qui a été présentée samedi. Pierre Delbecq a d'ailleurs pris la parole juste avant cette chorale pour expliquer ce qui a été fait pendant les festivités du 200e. Rappelons aussi tous les événements suivants, organisés soit par la Galerie de la Société d'histoire catholique noire ou d'autres organismes. Le lancement des festivités le 31 décembre 2023, la conférence sur la présence irlandaise à Sainte-Catherine le 20 mars, la fête des sucres le 13 avril, la conférence sur l'histoire de la pêche au saumon le 15 mai, la pièce de théâtre, la veille du Corps de Gênes, les 24 et 25 mai, le jour du citoyen le 11 août, la visite de l'église et le concert de Saint-Cloche le 8 septembre, le festival du 200e le 27, 28 et 29 septembre, les spectacles de Mario Rossard et les racontages de la raconteuse du 25 et 26 octobre, la conférence sur les crimes à Sainte-Catherine le 30 octobre, la fête de Noël à la parade du Père Noël, le salon Expo Cadeau, le 29 et 30 novembre et le 1er décembre. Merci aux organismes suivants qui ont collaboré à ces événements. Chevalier Colomb, Conseil 446, la paroisse de transpiration du Seigneur, mais particulièrement la Société d'histoire catholique. Voici d'ailleurs un extrait de la chorale qui a été présentée aux gens présents samedi. L'organisme de bassin versant, la CAPSA, a annoncé la concrétisation de son projet, l'opération Fagot, visant à protéger la qualité de l'eau dans la rivière Niagarette. Rappelons-nous qu'à la fin des années 90 et jusqu'au début des années 2010, la rivière Niagarette avait fait l'objet de vastes chantiers de restauration qui ont mobilisé plus d'une trentaine d'agriculteurs directement touchés par le cours d'eau et ses affluents. Une mobilisation inédite avait été reconnue à l'échelle de la province et avait non seulement fait école dans plusieurs autres grandes régions du Québec, mais aussi au Canada et même aux États-Unis. Également, le projet avait démontré par l'efficacité des mesures alors mises en place qu'une amélioration notable de la quantité de l'eau et de la biodiversité de milieux agricoles était possible. Voici les explications du mot Fagot par Marc-André Demers de la CAPSA qui explique le concept. Un fagot, on en parle un peu depuis tantôt, c'est ça. Hein? C'est pas quelque chose de très compliqué. Là. On est assez dans le low-tech. C'est une quinzaine de branches de saule assemblées ensemble. Mais c'est des boutures de saule, c'est des jeunes pousses de l'année. Fait que la particularité que va avoir un fagot quand on le met en contact avec le sol, c'est qu'il va retiger puis s'enraciner à cet endroit-là. Fait que c'est pas seulement de la matière morte, c'est de la matière vivante là, qu'on souhaite voir reprendre. Puis une autre petite particularité, là, des fois je peux échapper ce mot-là, le mot fascine,
voyez une définition là, mais moi, c'est quand on met plusieurs fagots ensemble pour faire une barrière. Dans le creux des ravines, comme on a vu tantôt, quand on arrive à la limite du cours d'eau, on peut venir mettre un fagot à cet endroit-là ou une fascine pour créer une trappe à sédiments puis empêcher que tout ce qui est dans le champ se retrouve dans le cours d'eau. Donc, vous comprendrez que l'opération Fagot a pour objectif de protéger les berges, mais plus précisément d'empêcher que trop de sédiments se retrouvent dans le cours d'eau. Voici à nouveau Marc-André Demers concernant l'objectif même de l'opération. Ça visait vraiment à améliorer ce qui était devenu une mauvaise qualité de l'eau en réduisant les apports en sédiments. Deux choses qu'on voulait faire, deux sous-objectifs qu'on s'était donnés, c'était de restaurer les bandes riveraines inadéquates. Pourquoi les bandes riveraines inadéquates? C'est qu'il y en a plusieurs producteurs qui en avaient planté au long de tous les cours d'eau qui bordaient leurs champs. Le problème, c'est que la ravine passait en un seul endroit. Fait que même si on avait une bande riveraine, elle était inadéquate, était inefficace à jouer son rôle de filtre tampon. Aussi, on cherchait à sensibiliser les producteurs agricoles aux pratiques culturelles qui limiteraient l'érosion, notamment la pratique de semi-direct. La CAPSA a pu installer les fagots chez 95 % des agriculteurs longeant la rivière afin de réduire l'apport de sédiments dans celle-ci. L'apport des producteurs a été bien important. Des événements pour souligner les bonnes pratiques de ceux-ci ont d'ailleurs eu lieu. Voici un autre extrait. Une journée de biodiversité où on a souligné les bonnes pratiques de plusieurs producteurs de la région. Je pense de 8 producteurs de la région pour la biodiversité. Ça nous a permis de faire rayonner, comme je disais, un peu le projet au-delà du simple bassin versant de Niagaret. La corvée qu'on a organisée chez un producteur en fait qui a toute une grande rangée de saules chez qui on peut prélever la matière. On n'a presque rien prélevé à coût de 25 personnes en 4 heures chez lui. Fait qu'il y a encore du potentiel pour répliquer ce projet-là dans d'autres bassins versants, essentiellement agricoles. On cite des fois la Charest, mais là, je ne vais pas trop m'avancer. Le député Vincent Caron s'est d'ailleurs réjoui du travail de maillage qui a été réalisé entre les différents acteurs. Ce que je trouve vraiment particulièrement remarquable, c'est justement ce maillage entre la municipalité, les agriculteurs qui cultivent le long de nos cours d'eau, dont le long de la rivière Niagaret, et aussi les citoyens. Donc vraiment, il y a ce beau maillage qui s'est forgé autour de ce projet. Et aujourd'hui, eh bien, d'en voir, pas l'aboutissement, parce que l'aboutissement, on va le voir dans les années futures, mais l'aboutissement de l'installation de ces fagots, c'est déjà un excellent départ. Au retour de la pause, on discute avec le député Joël Godin. Depuis plus de 50 ans, CJSR est la télévision de la région de Portneuf. Partout sur le territoire, notre équipe est là pour informer la population. Disponible autant en ligne que sur le câble, notre programmation rejoint les jeunes et les moins jeunes. À chaque saison, la TV Portneuf diffuse des émissions originales créées dans Portneuf pour et par les gens d'ici. CJSR est constamment à la recherche de nouvelles idées d'émissions et de nouveaux collaborateurs. Si vous désirez partager vos passions ou apprendre les rudiments de la production vidéo, notre équipe est là pour vous aider à réaliser votre projet. CJSR, la TV Portneuf s'intéresse à vous. On poursuit le bulletin d'information. Bon, comme promis, le député Joël Godin était de passage en studio le 6 décembre dernier pour nous parler du climat politique à Ottawa. Il a également profité pour faire ses souhaits pour 2025 dans la circonscription. Voici des extraits de l'entrevue que j'ai réalisée avec lui.
C'est présentement le vendredi 6 décembre avec le député M. Joël Godin pour la circonscription Portneuf-Jacques Cartier. Bonjour, M. Godin. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. On fait notre entrevue de fin d'année à CJSR. Et puis, j'aimerais commencer peut-être avec un dossier un peu local avec vous, parce que dans les dernières semaines, dans les derniers mois, il y a eu du mouvement dans Portneuf, un mouvement aussi qu'on pourrait dire d'un peu décevant du côté de Rivière-à-Pierre, Polycar, là, qui ferme ses portes. En fait, ce sera vendredi prochain, le 13 décembre, là, que Polycar fermera ses portes. Vous avez justement, vous vous êtes déplacé sur les lieux. Comment vous avez pris la nouvelle? En fait, évidemment que je pense aux familles qui, le 13 décembre prochain, vont perdre leur emploi. Je pense que c'est un drame dans leur vie et il faut trouver des solutions. Il faut essayer de les aider. À partir de ce moment-là, moi, au moment où ça a été annoncé, j'ai essayé de communiquer avec les gens de Polycar. Malheureusement, il n'y avait pas de communication avec eux. C'était vraiment fermé. Il n'y avait pas de réceptivité. Par la suite, j'ai parlé à la mairesse, au directeur général de Rivière-à-Pierre, et on s'est réunis avec différents intervenants pour voir les pistes de solutions, pour voir comment on peut entrevoir l'avenir. Et il y a une belle ressource à Rivière-à-Pierre. C'est la montagne de granit et il faut voir comment on peut l'exploiter dans tous les sens du mot, dans le respect de la nature, mais dans la volonté aussi de prospérer. Alors, à partir de ce moment-là, différents intervenants étaient autour de la table avec la mairesse. Ça s'est passé à la municipalité et chacun avait des tâches à faire. Alors, on est en attente du suivi des différentes tâches de chacun des personnes qui étaient présentes et on espère trouver des solutions puis pouvoir poser des gestes concrets pour permettre à Rivière-à-Pierre de se repositionner parce qu'il faut comprendre que c'est un impact économique majeur. Oui, il y a les familles, il y a les gens autour de ces familles-là, mais il y a la municipalité aussi, là, parce que c'était une entreprise importante pour Rivière-à-Pierre et c'est aussi dans l'étiquette ou l'icône ou dans l'image de Rivière-à-Pierre, une entreprise qui fait de l'extraction de granit. Et il faut peut-être redéfinir, est-ce qu'on continue à développer au niveau économique ou on profite de l'occasion pour développer un nouveau secteur plus touristique? Alors, toutes les questions sont sur la table. Et est-ce qu'on forme une coopérative? Est-ce qu'on discute avec les gens de Polycar si un jour on est capable d'avoir un canal de communication? Toutes les options sont sur la table et avec les différents intervenants, on va essayer de trouver des solutions pour aider les familles en premier lieu, les individus, les familles et la municipalité. M. Godin, comment se passe la fin d'année au Parlement? Parce que, on entend plusieurs choses ces temps-ci. J'aimerais peut-être avoir votre ressenti sur comment les choses vont là, en cette fin d'année. En fait, il faut comprendre que présentement, nous sommes dans un gouvernement minoritaire qui a été élu en 2021. Avec la complicité du nouveau Parti démocratique, le NPD, le gouvernement libéral a réussi à survivre. Maintenant, on est en fin de mandat parce que même si c'est minoritaire, il ne peut pas aller plus loin qu'en octobre 2025. Alors, ce que je peux dire aujourd'hui, c'est qu'il y aura des élections l'an prochain. Maintenant, pour ce qui est de l'ambiance et tout ce qui transpire à Ottawa, ce que l'on vit au quotidien, c'est assez particulier. Parce qu'il n'y a pas grand-chose qui avance à Ottawa. Mais je vais vous expliquer pourquoi, parce que je pense que c'est important que les gens comprennent ce qui arrive présentement. Présentement, il y a le Parti conservateur du Canada qui a obtenu une question de privilège qui a été confirmée et qui a justifié l'utilité de ça par le président de la Chambre des communes, qui est un député libéral. Alors, c'est une procédure qui permet, tant aussi longtemps qu'on va mettre des orateurs, le débat va se poursuivre. Et le message est très, très clair. Ce que l'on veut, c'est que le gouvernement dépose des documents sur l'identité de tous les gens qui ont profité du 400 millions de dollars qui a été, selon la vérificatrice générale, gaspillé et transmis à des partenaires amis libéraux. On appelle ça de la corruption. Maintenant, il faut remonter au mois de juin 2024, où est-ce que les trois partis d'opposition, le NPD, le Bloc québécois et nous, avons déposé une motion commune. En fait, on a déposé une motion et les deux autres partis nous ont suivis parce qu'ils trouvaient tout à fait légitime que le gouvernement dépose les documents.
Ça, c'est suite à une enquête de la vérificatrice générale qui dit qu'il y a 400 millions dans un fonds vert qui n'est pas été attribué de façon efficace. Alors, c'est tout simplement ça qui arrive. Maintenant, pour dénouer tout ça, il y a plusieurs options. Ça va prendre 5 minutes le jour où le gouvernement va déposer les documents. Lui, il prétend que ce n'est pas nécessaire. Nous, on n'est pas là pour dire c'est nécessaire ou c'est pas nécessaire. Comme gouvernement, tu as la responsabilité d'être transparent. Alors, ça, c'est la première option. La deuxième option, le gouvernement dépose une motion de limitation de débat. C'est-à-dire qu'au bout de 3 heures, au moment où la motion est adoptée, on clôt le débat. Maintenant, ils ont besoin d'un des 3 partis d'opposition pour voter avec eux. Alors, le NPD peut faire la différence. Probablement que ça fait son affaire qu'il ne se passe rien à la Chambre des communes présentement, parce qu'il étire. Pour ce qui est du Bloc québécois, il doit avoir un intérêt parce que lui aussi, il croit à la transparence. Alors, lui décide de ne pas s'acoquiner avec le Parti libéral. Le NPD décide dans ses intérêts personnels de ne pas s'acoquiner avec le Parti libéral. Le Parti libéral ne propose pas de motion. Et là, c'est des hypothèses que j'émets, là, parce que je ne connais pas ce qui se passe dans les coulisses, mais si le gouvernement libéral voulait absolument débloquer le Parlement, bien, il y a des solutions. Monsieur Godin, on a parlé d'élections et, comme vous l'avez dit, nous sommes présentement le 6 décembre. Et là, je vous pose la question, malgré tout ce que vous venez de me dire à propos de ce qui va arriver dans la prochaine semaine, ma question est la suivante. Lorsque les élections seront déclenchées, que ce soit dans les prochaines semaines ou au maximum en octobre 2025, est-ce que vous voulez à nouveau être candidat dans la circonscription de Portneuf-Jacques-Cartier? En fait, je pensais l'avoir déjà communiqué, mais oui, je vous le confirme, j'ai pas l'intention. Je serai le prochain candidat du Parti conservateur du Canada pour la prochaine élection. Il faut comprendre que depuis 2015, j'ai été élu par les gens de Portneuf-Jacques-Cartier. Je veux les remercier, mais je veux aussi leur dire que ça fait 9 ans que je suis dans l'opposition et peut-être 10 ans lorsque le terme se terminera. Et j'ai peut-être une opportunité d'être au pouvoir. Alors, être au pouvoir, c'est vraiment différent et ça permet d'avoir plus d'accès au gouvernement, à l'exécutif. Et je pense que c'est une belle opportunité pour les gens de Portneuf-Jacques-Cartier d'avoir enfin quelqu'un qui est au pouvoir. J'aimerais qu'on revienne ici dans Portneuf. J'ai parlé avec Mario Alain la semaine dernière, maire de Portneuf, du quai de Portneuf, justement. Encore une fois, Transport Canada qui est dans le dossier. Des négociations qui, selon ses dires, ne vont pas de la bonne façon. Vous, c'est un dossier dans lequel vous êtes très impliqué, le quai de Portneuf. Pouvez-vous nous en parler un peu? En fait, oui, pour situer les gens, depuis 2015 que je suis élu, comme je le mentionnais, le quai de Portneuf fait partie d'un engagement de ma part. Et j'ai déjà dit que si jamais il y a un bulldozer qui se présente sur le quai de Portneuf, je vais m'attacher avec des chaînes, il va être obligé de me passer sur le corps. Il faut rappeler que cette infrastructure-là, c'est le plus long quai en eau profonde au Canada. Il est dans notre cours. Le jour où on va le perdre, on ne pourra pas en reconstruire un autre. Alors, je pense que c'est important. Il faut travailler avec les gens de Transport Canada pour trouver une solution. Maintenant, moi, je ne suis pas un expert. Il y a des discussions qui ont été entamées dans le passé, mais le dossier semble accélérer dans un certain département et dans d'autres départements, il y a comme de l'inaction. Alors, moi, j'ai fait une intervention parce que le maire Alain a communiqué avec moi. J'ai toujours suivi le dossier. Il y a une belle collaboration entre nous deux pour protéger cette infrastructure-là. Et il me disait qu'il allait faire des appels d'offres rapidement. Et là, ce que j'ai fait, évidemment, de concert avec le maire, j'ai tout simplement écrit à la ministre des Transports, Mme Annan, pour le mettre dans le contexte parce qu'elle est nouvelle dans le dossier. Il faut comprendre que c'était Pablo Rodriguez qui était ministre des Transports. J'étais en lien avec lui, mais il a quitté au mois de juillet parce que lui non plus, probablement, n'a pas confiance en son gouvernement et il veut se présenter à la course à la chefferie du Parti libéral du Québec. Alors, comme lieutenant du Québec, il a abandonné le bateau du gouvernement fédéral libéral et à ce moment-là, le premier ministre a dû nommer une nouvelle ministre. Alors, à ce moment-là, moi, j'ai écrit à Mme Annan pour lui dire de regarder la situation, de ne pas accélérer le processus dans un contexte politique où il y a des changements. Il ne faut pas poser l'irréparable. Alors, ce que j'ai demandé à Mme Annan, c'est de demander à son équipe
de bien analyser la situation, de faire en sorte que les citoyens de Portneuf participent à une acceptabilité sociale, qu'il y ait des représentations. On ne sait pas qu'est-ce qui va arriver. On ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Alors, j'ai demandé à Mme Annan de ne pas précipiter, de ne pas mettre la charrue devant les bœufs. Et c'est une expression que j'ai bel et bien écrite dans la lettre, parce que je pense que c'est important. Il ne faut pas faire de faux pas, parce que souvent, on ne peut pas remettre la pâte à dents dans le tube. Et c'est pour ça que je pense que la ministre se doit de demander à ses fonctionnaires de ralentir, de ne pas accélérer le processus pour faire de l'opportunisme politique. Et M. Godin, parlons-en de la période des fêtes. Quels sont vos souhaits cette année là, pour embarquer dans l'année 2025? En fait, je pense que mes souhaits sont à la population de Portneuf-Jacques-Cartier. Je pense que les gens doivent prendre une pause. La période des fêtes est un moment pour se ressourcer, de se reposer, de charger la batterie, comme on dit souvent. Et je pense que c'est de profiter de ces moments festifs pour se retrouver avec les êtres chers. Alors moi, je vous invite à profiter de cette période des fêtes pour fêter de façon civilisée, prudente, et évidemment de vous souhaiter en 2025 de la prospérité, du bien-être, du bonheur et surtout de la santé. Je pense que c'est important. Et pour nous, comme élus, espérons que 2025 sera moins tumultueux, moins tendu et qu'on pourra savoir à quoi s'attendre comme futur gouvernement. Et moi, je peux tout simplement dire à la population de Portneuf-Jacques-Cartier qu'ils pourront toujours compter sur moi. De très joyeuses fêtes, un très joyeux Noël, une très bonne année 2025 et à vous également. Et à vous aussi, M. Godin. Je vous remercie, Joël Godin, député de Portneuf-Jacques-Cartier. Merci d'avoir été des nôtres. Merci. On poursuit le bulletin d'information. Vous avez entendu dans l'entrevue avec M. Godin, on a parlé du quai de Portneuf. Il se trouve que la semaine passée, j'ai discuté avec le maire de Portneuf, Mario Allain, et dans un segment de l'entrevue qui ne vous a pas encore été présenté, il a été question de ce quai-là. Mario Allain, qui s'était prononcé la semaine dernière, il a fait part d'un souhait qu'il avait pour le quai. Façon de voir, c'est qu'en autant qu'on nous donnera une façon d'accueillir des navettes. Tu sais, comme je disais tantôt, peut-être pas nécessaire d'avoir une tête accostable aussi grosse qu'on l'avait, parce que dans le temps, il ne faut pas oublier que dans les années 40, Portneuf était le plus grand centre industriel entre Québec et Trois-Rivières. Oui. Les négociations avec Transport Canada sont complexes depuis plusieurs années, selon M. Allain. 23, j'avais envoyé un écrit à Transport Canada en leur disant que leur proposition de nous enlever toute infrastructure, on la refusait, qu'on n'était pas intéressé. Leur réaction elle a été de dire, bien, regardez, vous n'êtes pas intéressés, fait qu'on demeure autonome, il nous appartient, on va faire ce qu'on veut avec. Ça nous a éveillés en disant, regarde, il faut montrer un petit peu plus d'ouverture que ça. Fait que là, il y a des contacts qui ont été repris. Et une chose que je me suis rendu compte dernièrement, c'est que au niveau maritime, au niveau de Transport Canada, les infrastructures portuaires, pour eux autres, c'est vraiment une clientèle qui utilise la voie maritime du Saint-Laurent, qui est importante. Une municipalité, pour essayer d'utiliser cette infrastructure-là en termes de lieux touristiques, d'accueil touristique, ça ne fait pas partie de leurs préoccupations. Fait que, il faut faut retrouver les bons liens pour faire en sorte que l'usage maritime soit, disons, je dirais, harmonisé avec un volet touristique. Et justement, dans le futur, Mario Allain, qui espère pouvoir bénéficier de la présence du quai sur le territoire de la MRC pour faire rayonner la région. On va être ouvert à accueillir ou à écouter des propositions qui sont recevables pour nous autres, puis qui vont aller dans le sens de déployer pour la région, notre grande région de la MRC de Portneuf, de déployer un site qui est appelé à devenir très important. Le Centre régional d'expertise en biomasse, qui est à Saint-Marc-des-Carrières, a été officiellement inauguré ce jeudi 12 décembre. L'établissement a pour but d'aider à la lutte pour l'environnement en diminuant la production des GES dans la province. Voici les explications de l'agente de communication de la MRC, Marie-Ève Côté. Le centre d'expertise, c'est quand même un projet qui représente un investissement majeur, un investissement stratégique de 2,5 millions de dollars qui vise à soutenir l'autonomie énergique des régions rurales du Québec grâce à des solutions innovantes basées sur la biomasse. Et c'est ce que nous allons découvrir aujourd'hui.
Cet investissement important de plus de 2,4 millions a été réalisable grâce à la part du gouvernement du Québec. Voici Vincent Caron ce matin. En 2022 déjà, j'étais fier d'annoncer au nom du gouvernement un montant de 250 000 dans le cadre du programme biomasse forestière résiduelle du ministère de l'Énergie et des Ressources naturelles. Un peu plus tard, dans la formule que j'évoquais il y a quelques instants, via le Fonds régional de la capitale nationale, l'AMRC octroyait à ce projet une première fois 250 000 et une seconde fois 250 000, donc 500 000 $ octroyés par l'AMRC via donc les fonds du gouvernement. Et puis, malgré tout ça, malgré tous les partenaires, je sais qu'il y a des gens qui se sont impliqués financièrement dans ce projet, eh bien, il manquait toujours un manque à gagner, donc on a continué le travail. Et aujourd'hui, je suis vraiment très fier d'annoncer, au nom de ma collègue Christine Fréchette, une subvention de 708 000 $ qui est octroyée donc au projet ici, un montant qui vient finalement boucler le montage financier nécessaire à la mise en activité concrète et définitive de cette belle initiative. Donc au final, je suis vraiment très fier que notre gouvernement ait pu s'impliquer à hauteur de plus de 1,4 million de $ dans ce dossier. Et comme notre ami le disait tout à l'heure, sur un projet de 2,4 millions. Donc je trouve que l'implication du gouvernement est remarquable dans ce dossier. Elle est remarquable pourquoi? Non pas parce qu'on aime bien la chemise carottée de Jean-Pierre et ses cravates, mais parce qu'on aime bien son projet et parce qu'il correspond absolument à la direction qu'on veut prendre au gouvernement du Québec, c'est-à-dire limiter au maximum nos GES et accélérer finalement la transition énergétique. Également financé par les fonds du Grand Mouvement Desjardins, la porte-parole Nancy Goudreau explique pourquoi l'investissement dans la biomasse est important pour le groupe Desjardins. En valorisant la biomasse forestière résiduelle, on contribue à diminuer les gaz à effet de serre, à promouvoir des solutions énergétiques plus écologiques. Et c'est une étape cruciale pour assurer qu'on a un avenir propre, durable, pour nous, mais pour nos enfants et les générations futures. Ensuite, c'est un exemple vraiment d'un projet parfait où l'économie circulaire est en action. On utilise des ressources locales, renouvelables, et on crée des retombées économiques significatives pour les communautés. Ce sont des emplois générés, des nouvelles opportunités économiques, ça renforce le tissu social et économique de la région tout en respectant l'environnement. Quand on parle d'un win-win-win, là, on est là, right? En plus, ce qu'on trouve fabuleux, c'est qu'il offre ce centre-là va offrir un espace éducatif. Dieu sait qu'il y a tellement de monde qui y croit, mais ne comprennent pas. Alors, d'avoir un espace éducatif où les gens, le public, vont pouvoir se familiariser avec les technologies de pointe en matière de bioénergie, ils vont pouvoir avoir des modules d'apprentissage, ils vont pouvoir avoir des équipements de test, puis peut-être développer des nouvelles technologies ou des nouvelles façons de faire qui vont nous permettre de prospérer encore plus et de s'éloigner de plus en plus des technologies fossiles à l'intérieur de notre route énergétique. L'instigateur du Centre d'expertise en biomasse, Jean-Pierre Naud, a expliqué pourquoi il est important économiquement de laisser de la place à la biomasse dans Portneuf. Le voici. La forêt, sur le territoire de Portneuf, c'est quand même 83 % de notre territoire, notre surface de territoire. Donc, il y a beaucoup d'économies à venir dans notre forêt, dans l'ensemble du Québec. Moi, j'ai pensé de faire une chronologie pour mieux comprendre où on est rendu et pourquoi c'est aujourd'hui. Le besoin du centre d'expertise devient une priorité pour transmettre le savoir-faire et des échanges débutent avec l'Europe. Parce qu'en Europe, ça fait 30-35 ans qu'ils sont là-dedans, puis nous, on débutait. Il ne faut pas tout réinventer. On peut copier aussi. Et justement, Arthur Bordelot était sur place il y a un peu plus de 2 mois, à la fin du mois de septembre 2024, pour apprendre davantage sur le fonctionnement du centre d'expertise. Voici un extrait de son reportage qui avait été présenté et qui nous montre des spécificités du centre d'expertise en biomasse. Donc, ici, il y a un réservoir.
Okay? C'est pour la recherche et développement. Ce réservoir-là, le petit réservoir, il est alimenté par le gros réservoir extérieur. Si, un exemple, on a une demande, parce que là, c'est ça qu'on va faire avec les centres de recherche, c'est qu'on a de la biomasse qui peut arriver de Gaspésie, on va nous demander de faire des évaluations de ces combustibles-là, comment ils font d'émissions, comment ils produisent de kilowatts au mètre cube. Donc, nous, l'équipement est tout monté pour ça, pour être capable de faire des mixages de combustibles, pour ne pas transporter les combustibles, que ce soit vraiment des circuits courts d'économie circulaire. Donc, ici, on est dans la salle mécanique. La salle mécanique, c'est, autrement dit, toute la salle de distribution d'énergie partout dans le bâtiment et dans les dalles de béton extérieur. Je vais vous faire remarquer le bâtiment qui est ici. La tour, le bâtiment il est vert foncé. Les portes sont noires. Le toit du bâtiment est noir. On produit énormément de chaleur via le solaire ici. Cette chaleur-là, on va la réutiliser pour le séchage du copeau. La chaleur est produite là-bas. Ça s'en vient dans ce tuyau-là. Ici, on a un vide en dessous des grilles. Ces grilles-là, l'énergie qui est produite là-bas, vient sortir ici à travers le copeau. Okay. Donc, si on veut sécher du combustible, on en met 3 pieds d'épais. Ça prend à peu près 3 jours. Après ça, on pousse ça sur le tas. Okay. Donc, on a la capacité de sécher environ 15 tonnes semaine. Le député Vincent Caron a annoncé un soutien financier aux 18 municipalités de la MRC ainsi qu'à la MRC de Portneuf. En fait, c'est en raison de la nouvelle formule de répartition de la croissance d'une partie de la taxe de vente du Québec, de TVQ. Pour l'année 2025, ces sommes vont s'élever à près de 4,3 millions de dollars. Et ça représente pour la circonscription 1,4 million de dollars de plus que l'année précédente. Il y a un graphique qui a été distribué, et vous le voyez d'ailleurs. On remarque là, que pour plusieurs villes, l'augmentation est de plus de 100 000 $. On peut regarder notamment pour Cap Santé. C'est le cas également pour Donnacona. Pour des villes comme Neuville, c'est pratiquement le cas également. Le nouveau volet du gouvernement permettra de mieux soutenir les municipalités dévitalisées et ou éloignées des grands centres. Au total, c'est une somme de 16,2 millions de dollars qui est accordée aux 763 municipalités touchées dans la province. On poursuit rapidement dans cette fin de la saison FO-CJSR. Il y a eu une médaille qui a été remise encore une fois par Vincent Caron, la médaille du député, à nul autre qu'Yvan Bédard, bien connu de Saint-Raymond, mais aussi de Portneuf. Il réside présentement à Neuville. Monsieur Bédard est un photographe qui est bien affiché un peu partout maintenant dans le monde, mais également, il a eu une carrière scientifique bien importante. Lors de la remise de la médaille, M. Bédard était accompagné de sa conjointe et ses 2 filles. On le sait que dans son parcours, il a fait beaucoup pour prouver aux jeunes de la région qu'il était possible de mener des brillantes carrières internationales. M. Bédard est un spécialiste en géomatique reconnu au Québec et à l'étranger. Il est devenu, à sa retraite, un professionnel de photographie paysagère dont l'œuvre est exposée à travers le monde. Alors, on termine ce bulletin d'information avec une nouvelle qui nous vient de la table de concertation des aînés de Portneuf. En collaboration avec le CIUS, il va y avoir très bientôt le village de Noël, un projet intergénérationnel festif et unique le 17 décembre prochain, dès 13h, dans la salle à manger du CHSLD de Saint-Marc-des-Carrières. La TCAP et le CHSLD inaugureront officiellement le village de Noël. Après plusieurs semaines de travail et d'efforts. C'est donc une initiative qui est née d'un désir de favoriser la participation citoyenne et la bienveillance. Le village de Noël a pour objectif de transformer complètement la salle à manger du CHSLD pour le temps des fêtes et les élèves de l'école primaire Sainte-Marie de Saint-Marc-des-Carrières et du phare de Saint-Charles-de-Gauzine
de Deschambault-Grondines vont être présents pour montrer leur œuvre d'art et accompagner les aînés. C'est la fin du bulletin d'information. Je vous remercie d'avoir été des nôtres. On se dit donc en 2025 pour les bulletins d'information. D'ici là, passez un agréable temps des fêtes. Mon nom est Délix Julien. Je vous remercie d'avoir été avec moi durant la saison. Je remercie également mes collègues qui sont toujours fidèles au poste, Arthur Bordelot, Tony Vézina et Luc Robitaille. Également dans l'équipe, nous avons Carole Grenier, Philippe Papillon. Nous avons eu cette année également Charles Laviolette et Aubert Tremblay, Suzy Bertrand. Merci à tout le monde qui a collaboré à InfoCGSR. Je vous souhaite de passer une agréable soirée.